route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour, bienvenue. Bonjour Gilles, bonjour Elisabeth Guigou, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique et du Public Sénat. Rentrons dans le vif du sujet. Vous allez me dire, c'est anecdotique. Y a-t-il un trou d'air autour de François Hollande, des décisions prises de l'équipe pléthorique? Non, je Je sais bien que je vous attaque d'une manière un peu violente dès le matin, mais enfin, c'est quand même la question que se pose la presse. Oui, non, mais bien sûr, je comprends ça. Je crois qu'il y a un vrai débat de fond sur le nucléaire, et je pense que François Hollande a bien fait de l'aborder comme il le fait, c'est-à-dire de dire nous allons réduire la part du nucléaire, la production d'électricité d'origine nucléaire. Il a d'ailleurs donné des indications chiffrées précises. Objectif 50. Objectif de passer de 75 aujourd'hui à 50% d'électricité produite par le nucléaire d'ici à 2025. Et par conséquent, évidemment, qu'il faut une diminution du combustible qui est nécessaire puisqu'on réduit la part du nucléaire. Donc, il y a eu une différence d'interprétation sur le texte de l'accord. Ça a été rétabli hier. C'est parfaitement clair maintenant. Il y aura une diminution du combustible MOX puisqu'il y aura une diminution programmée de la production d'électricité d'origine nucléaire et que ceci devra se faire en maintenant des emplois. Voilà. Donc, je crois n'empêche qu'il y a eu des différences d'appréciation, des difficultés. Il faut le reconnaître, c'est la meilleure des choses. Oui, non, c'est vrai. Et en plus, la droite vous attaque. Vous avez vu le Figaro de ce matin, ils en sont... mais la droite fait de la polémique sur, c'est vrai, une incertitude. La gauche met en cause la filière nucléaire française. Non, mais alors, ça, c'est autre chose. Il y a eu, c'est vrai, il faut faire attention à ce que ça se renouvelle pas, des différences d'interprétation sur un paragraphe qui finalement a été rétabli. Après, il y a le débat de fond. Est-ce que, oui ou non, on doit réduire la part de l'électricité d'origine nucléaire? Nous, et notre candidat, dit oui. Et après Fukushima, on ne peut pas ne pas se poser cette question, notamment sur les vieilles centrales. Donc nous avons dit dans cet accord, nous allons fermer 24 centrales. Et j'ajoute qu'on voit aussi dans la presse ce matin que l'autorité de sécurité de l'énergie nucléaire a demandé à EDF d'améliorer la sécurité de 30 réacteurs. Donc c'est pas non, mais sur le fond, tout le monde comprend, mais c'est l'aspect politique. On voit qu'Eva Joly a bizarrement disparu. Certains disent qu'elle boude, d'autres que les conditions de sa campagne ne se passent pas très bien. Donc il y a quand même autour de cette affaire et de cette semaine, on va y revenir avec Gilles, il y a quand même des choses assez particulières qui se sont passées à gauche, qui ne sont pas positives. Non, mais vous avez raison de dire que c'est un vrai débat, que c'est un débat qui engage... C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était passé quelque chose comme une sorte de couac assez important à gauche. Non, c'est pas un couac. À l'intérieur même du mouvement des Verts, moi j'ai compris que Eva Joly n'était pas exactement sur la même position que Cécile Duflot et les négociateurs de l'accord avec le PS. Ça existe. L'important, c'est qu'ensuite, on ait un cap. En tout cas, pour notre candidat, et pour nous, il y a un cap, il est dans cet accord, on ne supprime pas, mais on diminue la part et ça va donner lieu, bien entendu, à des investissements dans les énergies renouvelables, pas seulement à des coûts, mais à des créations d'emplois nouveaux comme ça se fait en Allemagne. Gilles Leclerc. Elisabeth Guigou, vous dites que on diminue la part du nucléaire, mais c'est quand même la fermeture de 24 centrales, donc on dit 2025, ça paraît loin, sauf que les décisions, si François Hollande gagne, elles devront être prises assez vite, parce que c'est long à démanteler une centrale nucléaire. Et l'Institut Montaigne, dont d'ailleurs Radio Classique parlait ce matin, a chiffré que la facture serait de 125 milliards. C'est-à-dire le démantèlement, le remplacement, probablement une hausse des factures pour les citoyens. Donc 125 milliards, on les trouve où? Non, mais vous avez tout à fait raison de dire que tout ça ne se passera pas sans qu'il y ait des investissements. Simplement, vous voyez bien aussi que si on ne fait rien, si on garde tous ces réacteurs qui sont en train de vieillir, qui arrivent en fin de vie, il faudra aussi des investissements pour les réhabiliter parce que, évidemment, qu'on ne peut pas sacrifier la sécurité. Bon. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'on investit pour avoir une production d'électricité, y compris d'origine nucléaire, qui donne toutes les garanties en matière de sécurité et qui fasse une part suffisante aux énergies renouvelables, ou est-ce qu'on continue à dépenser de l'argent sur des équipements qui de toute façon seront périmés d'ici à 30, même à 10 ans ou 15 ans, puisque les premières centrales maintenant arrivent en fin de vie. Donc si vous voulez, c'est une question de programmation. Il y a des nouvelles avec Flamanville, quand même. Ce qui est certain, bien sûr, ce qui est certain, c'est que de toute façon, l'énergie va coûter
coûter plus cher. Et que ça, il va falloir avoir le courage de le dire et qu'il nous faut un grand débat national pour savoir comment on équilibre les préoccupations de sécurité sur lesquelles on ne peut pas transiger, la nécessité d'avoir l'énergie avec un coût le plus bas possible pour les citoyens, et troisièmement, la nécessité d'investir dans les énergies renouvelables, parce qu'on arrive à la fin... Guigou, on arrive, c'est ça qui apparaît pas encore dans le débat, on arrive à la fin du pétrole. Voilà. C'est exactement ce que dit Michel Rocard. Et justement, au nom de cette fin du pétrole programmé, Rocard dit les Verts sont dingues parce que finalement, il faut sanctuariser le nucléaire parce que le nucléaire, c'est quasiment le cœur de la civilisation, de ce que nous sommes aujourd'hui. Non mais le nucléaire... Donc, toucher au nucléaire pour Rocard, enfin pardonnez-moi, je vais prendre une expression imagée, mais c'est proche de la dinguerie. Non mais le nucléaire est une énergie... qui présente pas les inconvénients d'émissions de gaz à effet de serre. C'est une énergie propre. Simplement, c'est une énergie qui présente des problèmes en termes de sécurité et surtout de traitement des déchets. De sécurité ou de sécurité fantasmée? Non, c'est pas... mais Elisabeth Guigou... Personne n'imaginait que ça puisse... Bon, voilà. Et les accidents dans les centrales... Donc, je pense que les exigences de sécurité vont devenir de plus en plus fortes. Et c'est normal. Et d'autre part, il y a la question du traitement des déchets que personne n'a complètement résolu. Elisabeth Guigou, vous avez travaillé pendant longtemps aux côtés de François Mitterrand. On a entendu Nicolas Sarkozy hier dire que tous les présidents de la République qui se sont succédés, y compris François Mitterrand, avaient pleinement assumé ce choix du nucléaire. Est-ce que tout de même, c'est pas une rupture totale, je dirais, et presque un petit abandon de souveraineté, quand même, avec un risque d'abandon de souveraineté de la part du pays? Non, je crois que c'est pas une rupture, c'est une évolution qui est nécessitée par le vieillissement du parc de nos centrales, par la nécessité de faire de toute façon de nouveaux investissements. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'on continue d'investir et de faire du tout nucléaire, ou est-ce qu'on réduit la part du nucléaire pour faire une part plus importante aux énergies renouvelables? Est-ce que politiquement, ça ne fait pas un peu bâcler là, toute la séquence quand même entre les socialistes et les Verts? Non, mais moi j'aurais préféré... Vu du côté de l'opinion publique, est-ce que ça ne fait pas un peu désordre entre guillemets? Moi j'aurais préféré qu'il n'y ait pas cet imbroglio, mais il est réglé, il a été réglé en une demi-journée. Donc voilà, maintenant tout le monde est au clair et chacun peut se faire une opinion sur ce que nous voulons vraiment. Mais est-ce que vous considérez, puisque justement Gilles vient de le rappeler, vous avez de l'expérience, non seulement la période Mitterrand mais celle de Lionel Jospin, que les Verts sont les bons partenaires pour la gauche aujourd'hui? Je parle de la gauche socialiste plutôt par exemple que le MoDem, parce que visiblement ils ont un appétit féroce, ils veulent 60 circonscriptions, une direction compliquée, et si on lit, on l'a lu ce matin avec Gilles Marianne, ils sont même ruinés, c'est-à-dire le parti lui-même n'a plus de fond. Donc est-ce que vous n'avez pas le sentiment que s'allier avec les Verts, c'est vous approcher quand même d'une sorte de demi-catastrophe, parce qu'il fallait attendre l'après-premier tour? Quelle nécessité de négocier avec eux aujourd'hui? Moi, je n'ai pas ce sentiment. Je crois que les écologistes représentent une force importante. Je pense aussi qu'ils posent des problèmes d'avenir. Alors, ils ne les posent pas exactement pas de la même façon dont nous les posons. Nous n'avons pas les mêmes positions. Nous avons d'ailleurs acté des désaccords dans cet accord. Mais je pense que ce sont des partenaires avec lesquels il faut avoir un vrai partenariat. Il faut être au clair. Il y a des choses sur lesquelles... Donc ça vous arrangerait quand même d'avoir une majorité tout seul? Que les socialistes puissent gagner sans les Verts? Je ne crois pas. Vous savez, on a eu l'expérience dans le passé de majorité absolue et c'était pas forcément beaucoup plus facile à gérer. Non mais je repose ma question, pourquoi discuter avec eux aujourd'hui et ne pas poser justement cette question de l'accord au lendemain du premier tour, quand on verra exactement quels sont les rapports de force? Parce que je crois que... Est-ce que vous allez vous prisonnier finalement dans un accord avec eux? Non, on n'est pas prisonnier, chacun est sur ses positions. Nous avons une plage d'accord dans cet accord. C'est pas un réquisitoire anti-vert, j'essaie de me mettre à votre place. C'est un accord qui fait 25 pages. Qui indique une direction commune. Nous voulons augmenter significativement la part des énergies renouvelables qui est sacrifiée aujourd'hui. Nicolas Sarkozy peut pousser des hauts cris, mais enfin c'est lui qui a sacrifié la filière photovoltaïque. Alors ça, c'est dangereux. Parce que dans les énergies renouvelables, il faut jouer sur toute une palette. Il y a les éoliennes, il y a les biocarburants, il y a le photovoltaïque qui maintenant, on est très 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 en retard par rapport à l'Allemagne et par rapport aux pays d'Europe du Nord. Donc voilà, alors s'il faut faire, parce que c'est un peu le rite de la polémique sur ces sujets, bien que ça ne soit pas trop mon goût, je vous dis, c'est très dangereux de la part de la majorité actuelle et du président de la République d'avoir sacrifié le photovoltaïque. Je repose la question du début et
après Gilles enchaîne. Je disais trou d'air dans l'équipe de François Hollande. On vient de parler de ce qui se passait avec les Verts, mais on parle aussi de l'équipe pléthorique, de toutes les sensibilités du Parti socialiste qui ont été mises dans l'équipe de campagne, plus de 60 personnes. Est-ce que tout ça, je dis pas est sérieux, parce que ce serait un jugement de valeur, mais vraiment efficace? Puisqu'on voit bien que les sondages, lentement, sont en train de bouger, et tous en faveur du président de la République, alors que François Hollande avait une avance considérable. D'abord, s'il y avait eu une équipe beaucoup plus restreinte, on aurait dit François Hollande ne fait pas de la place à tous ceux qui ont été concurrents avec lui. Donc moi, je suis heureuse de voir qu'il y a des signaux qui sont donnés que François Hollande veut rassembler toutes les composantes du parti, et ça c'est très bien. Et ils s'entendent très bien, ils travaillent très bien ensemble avec Martine Aubry. Je trouve que c'est parfait. On a tiré les leçons de notamment ce qui s'est passé en 2007. Alors maintenant que les sondages diminuent, mais ça on le sait depuis le début, on n'imagine pas que c'est chaque semaine 3 points. Non, mais on n'imagine pas que la présidentielle puisse se jouer, comme le montraient les sondages, d'ailleurs on a été les premiers à le dire, le lendemain de la primaire, entre 65% ou 63, 64, 65% pour François Hollande et 35% pour Nicolas Sarkozy. Ça va se jouer dans une fourchette beaucoup plus étroite, comme toujours d'ailleurs, autour de 50%. Et il faut, je crois que François Hollande l'a dit d'ailleurs depuis le début, donc c'est vrai qu'il y aura forcément une diminution. Le paysage politique va se recomposer. Les différents camps, il y a une droite et une gauche dans ce pays. On a des institutions qui favorisent cette bipolarisation. C'est comme ça. Elisabeth Guigou, autre sujet de préoccupation des Français, le social, l'emploi, le plan PSA annoncé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous applaudissez Nicolas Sarkozy, qui manifestement s'est emparé de ce dossier-là et qui a déclaré qu'il n'y aura pas de plan social? Il a convoqué hier le PDG de PSA. Est-ce que vous estimez que là, le chef de l'État est dans son rôle et qu'au fond, l'État, en effet, a des choses à dire, y compris dans des décisions de groupes privés? L'État a des choses à dire, certainement. Ceci dit, M. Sarkozy nous a habitués à ce qui est et des images et des proclamations qui ne sont pas suivies d'actes. Donc moi, j'attends de voir. Dans le département de la Seine-Saint-Denis, on a encore une usine de production de Peugeot à Aulnay. Il y a une inquiétude fondamentale. Pour l'instant, on dit qu'il n'y aura pas de licenciement sec. C'est ce qui a été dit hier soir par son PDG. J'ai rencontré M. Varin il y a 3 semaines. François Hollande l'a vu aussi. C'est un chef d'entreprise qui discute, qui a le souci du social. Donc voilà, mais je pense que tout ça devra être évidemment regardé d'extrêmement près et qu'il faut en effet qu'il n'y ait pas de plan social et de licenciement. Alors c'est vrai que l'industrie automobile est dans une situation difficile au plan mondial, mais nous avons besoin de garder, vous savez, un des drames aujourd'hui de notre pays, c'est la désindustrialisation, à laquelle les pouvoirs publics d'ailleurs malheureusement ont trop prêté la main. On a non seulement des grandes entreprises qui souffrent parce qu'elles sont soumises à une concurrence mondiale forte, mais nous avons des petites et moyennes entreprises qui sont désavantagées. Quand vous songez que le taux d'imposition sur les grandes entreprises, les très grandes, les multinationales, est de 8%, et que le taux d'imposition sur les PME est de 30%, il y a quelque chose là qui ne va pas. Et donc là, ça changera si vous gagnez en mai prochain. Écoutez, il va falloir rétablir l'équilibre et l'équité fiscale, à la fois entre l'impôt qui pèse sur le revenu du travail et ceux qui pèsent sur les revenus du capital, et en effet entre les grandes entreprises, que nos PME puissent être davantage avantagées. Donc, nous avons besoin de PME fortes comme en Allemagne, qui soient davantage spécialisées, qui aillent conquérir des marchés à l'extérieur. Et je pense que cette question de compétitivité est absolument majeure. Pardonnez-moi, il reste 30 secondes, mais on parle de parachutage vous concernant Aubervilliers-Pantin en 93 pour que vous laissiez la place à Barthelone. Et le local, si je puis dire, n'a pas l'air très content. Non, mais le problème, c'est que... Pardonnez-moi, il reste 25 secondes, parce qu'après on est coupé. Alors, pour aller vite, une circonscription a été supprimée en Seine-Saint-Denis. Donc, il y a eu un redécoupage qui a été fait par le gouvernement pour nuire au Parti socialiste. Et donc, nous nous retrouvons avec 3 députés sortants, 2 hommes et moi, sur 2 circonscriptions. 3 députés sortants pour 2 circonscriptions. Donc il faut faire des choix. Il n'y a pas de solution idéale. Moi, j'aurais préféré rester dans ma circonscription, la 9e circonscription. Ça n'a pas été la décision de la fédération du Parti socialiste. Le national a dit c'est impensable de toute façon que la seule députée sortante soit celle qu'on met de côté. Donc voilà, elle a réservé femme, la 2e circonscription. C'est aussi simple que ça. Et je pense qu'il y aura une solution, en effet, à trouver pour le 3e député qui est Daniel Goldberg. Merci beaucoup Elisabeth Guigou d'être venue en direct ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Bonne journée à vous, idem Gilles, et nous retrouvons nos antennes chacun de notre côté.
Si aujourd'hui